Quand Björn Ulvaeus a écrit The Winner Takes It All en 1980, il a mis tout son cœur dans chaque mot. Mais ce que la plupart des gens ignorent, ça non, c'est la cruelle ironie qui a suivi. Il a fait chanter à son ex-femme, Agnea, ses paroles douloureuses sur leur mariage raté. Elle a dit que c'était l'un des moments les plus difficiles de sa vie, se tenir dans ce studio à chanter les mots. De son ex-mari sur le chagrin et la perte. Mais ce n'était même pas le pire de leur histoire. Le véritable cauchemar s'est produit des années auparavant et Björn est resté silencieux jusqu'à présent. Björn Ulvaeus est né le 25 avril 1945 à Gothenburg, en Suède, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents, A.A. et Eric, menaient une vie simple. Eric travaillait dans une usine de papier. Leur appartement était petit, avec des toilettes communes, et la Suède était encore soumise au rationnement jusqu'en 1951. Malgré cela, Björn fredonnait déjà des mélodies à l'âge de 5 ans. Il n'avait pas grand-chose, mais il écoutait attentivement les chansons à la radio et se souvenait de tous les airs. L'économie suédoise croissait rapidement, mais de nombreuses familles, comme la sienne, avaient encore du mal à joindre les deux bouts. Gothenburg était pleine de chantiers navals et de travaux pénibles, et cela a façonné la façon dont le jeune Björn voyait le monde. Il a appris très tôt ce que signifiait l'effort. En 1951, lorsque Björn avait 6 ans, la famille a déménagé dans une paisible ville côtière appelée Västervik. C'était loin des grandes villes. Les hivers étaient glaciaux. La vie y était plus lente. Mais en 1956, quelque chose a changé. Björn a reçu une petite guitare de son cousin à Noël. Il n'avait que 11 ans, mais il s'entraînait pendant des heures, copiant les chansons qu'il entendait à la radio. Il aimait le son brut de la musique skiffle, surtout après avoir entendu Rock Island Line en 1955. La nuit, il était seul dans sa chambre à gratter les cordes et à rêver. Västervik ne comptait que 20 000 habitants, mais ses longues nuits tranquilles l'ont aidé à tomber amoureux de la musique. En 1957, à seulement 12 ans, il a construit son propre amplificateur avec des pièces détachées. Il ne se contentait pas de jouer, il créait. Mais l'école était difficile. Vers 1952, il a commencé à l'école de grammaire locale et les moqueries ont commencé. Björn ne s'intéressait pas au sport comme la plupart des garçons. Alors que les autres jouaient au foot, il écoutait Elvis. Il était timide et réservé, ce qui faisait de lui une cible facile. À l'âge de 10 ans, il trouvait du réconfort dans les disques de rock américains passés en contrebande. La Suède n'avait pratiquement pas de lecteur de disques. Seulement 15% des foyers en possédaient un. Mais Björn a trouvé un moyen d'écouter. Rock Around the Clock résonnait dans ses oreilles, pendant que ses camarades de classe se moquaient de lui. Plus il riait, plus il s'évadait dans la musique. Il écoutait même Radio Luxembourg tard dans la nuit, caché sous ses couvertures. En 1957, il avait déjà commencé à former des groupes de musique en secret. Il jouait dans les foires locales dès 1958. Derrière la douleur, quelque chose de puissant grandissait. En 1957, Björn et ses amis ont formé un petit groupe. Ils jouaient des chansons folk et skiffle comme Tom Dooley et se produisaient lors d'événements religieux et de foires locales. Mais il était terrifié à l'idée d'être sur scène. Lors d'un de ses premiers spectacles en 1958, il a oublié les paroles. Les gens ont ri. Il ne pouvait plus respirer. Les crises de panique étaient si graves qu'elles l'ont suivi même pendant les années de gloire d'ABBA. Il a même admis avoir utilisé des bêta-bloquants pendant les années ABBA, dans les années 70, pour calmer ses nerfs. Pourtant, il a continué. Il s'entraînait dans un garage pendant des heures chaque jour. En 1960, ils ont même remporté un concours local et ont remporté 50 couronnes. C'était un moment important pour un garçon qui avait l'habitude de pleurer après l'école. Puis est venu le moment qui a tout changé. En 1963, à l'âge de 18 ans, Björn a rejoint les West Bay Singers après avoir remporté un concours radiophonique national. La même année,
ils ont changé leur nom en Hooten Nanny Singers. Ils se sont concentrés sur la musique folk suédoise et non sur la vague pop britannique qui déferlait. Le 26 octobre 1963, ils ont interprété une chanson intitulée Jag Venter Vidma dans une émission de télévision regardée par des millions de personnes. C'était leur première grande percée. En 1964, ils avaient signé avec Polar Music et Björn effectuait une tournée à travers la Suède dans une camionnette délabrée. Cet été-là, ils ont donné 168 concerts dans des parcs et des champs ouverts. Leur album, également intitulé Hooten Nanny Singers, a bien marché malgré la concurrence des Beatles et des Stones. Leur choix de chanter en suédois et non en anglais les a fait sortir du lot. C'est à cette époque que Björn a rencontré Benny Andersson, l'homme qui allait changer sa vie à jamais. Mais alors que la musique se développait, Björn essayait également d'étudier le commerce et le droit à l'Université de Lund. Il s'est inscrit en 1964, la même année que la sortie de leur album. Il assistait à peine aux cours. En 1966, il était en sursis académique. Il était tout lent ce tempo sur la route, à se produire dans de petites villes et à gagner 500 couronnes par spectacle. Il menait 2 vies, l'une dans les amphithéâtres, l'autre sur des scènes enfumées. Il a admis plus tard qu'il se souvenait peu de cette période en raison d'une condition de mémoire révélée en 2009. Pourtant, cette époque chaotique a donné naissance à son premier grand succès. En 1966, leur chanson « Gabriel », basée sur un air russe, a atteint la première place en Suède. Elle est restée sur Svängtoppen pendant des semaines et a atteint la 5e place sur Keltoen. Mais elle a suscité une controverse. Les médias russes les ont accusés d'avoir volé la chanson. Malgré cela, elle est sortie en 6 langues, dont l'allemand et le finnois. Elle n'a pas été classée à l'étranger, mais Björn était désormais un nom connu en Suède. La même année, lui et Benny Andersson ont commencé à écrire des chansons ensemble. Leur première tentative, Isn't It Easy to Say, a été enregistrée par les Heap Stars, mais n'a pas réussi à se qualifier pour l'Eurovision en 1969. Pourtant, quelque chose de puissant avait commencé. Björn et Benny ont écrit ensemble constamment. En 1968, ils ont créé Luva Sexiotal, une chanson effrontée sur les années 60 chantée par Brea Borg. Ils travaillaient souvent en voyageant, parfois même en voiture pendant de longs trajets. Björn a dit que leur connexion musicale était comme un coup de foudre. En 1969, ils ont commencé à enregistrer leur premier album en duo. Il s'appelait Te Lea, qui signifie « bonheur », et il est sorti en novembre 1970. Björn a chanté presque tous les titres. C'était profondément personnel, plein de guitares acoustiques, et cela laissait entrevoir le style pop qu'ils allaient perfectionner plus tard avec ABBA. Ils n'en ont vendu que 10 000 exemplaires, mais quelque chose était en train de changer. À l'été 1969, lors d'une tournée, Björn a rencontré Agatha Feldskog dans un café. Elle n'avait que 19 ans, déjà célèbre pour son tube de 1967, Jag var så här. Björn avait 24 ans et a été immédiatement attiré par elle. Ils ont chanté ensemble sur une chanson intitulée « To Live With You », leur voix se mélangeant d'une manière qui semblait naturelle. Elle venait de rompre ses fiançailles avec un producteur allemand, ce qui a fait les gros titres. Bientôt, ils sont devenus inséparables. Ils se sont mariés le 6 juillet 1971 dans une église tranquille à Vérum. Benny a joué de l'orgue. Leur fille, Linda, est née en 1973. Leur fils Peter est né en 1977. Même après leur divorce en 1969, leur musique a continué à raconter leur histoire. The Winner Takes It All n'était pas qu'une chanson, c'était un adieu. En 1970, les 4 futurs membres d'ABBA ont pris des vacances gratuites à Chypre. Björn, Benny, Agnea et Freda ont séjourné au Twege Tower Hotel et ont donné un court spectacle pour les troupes de l'ONU. Ils ont chanté surtout des chansons folkloriques suédoises. C'était la première fois que tous les 4 partageaient une scène.
Les quatre ont accroché, mais leur début était loin d'être glamour. Ils ne s'appelaient même pas ABBA à l'époque. Le nom du groupe était imprononçable. Björn et Benny, Agnes et Annie Freiridead. Et leur premier single, People Need Love, est sorti en juin 1972. En Suède, il a bien marché, se vendant à environ 50 000 exemplaires et grimpant à la 17e place des charts. Mais en dehors de la Suède, la chanson a fait un flop. Les stations de radio au Royaume-Uni et aux États-Unis l'ont complètement ignorée. Les critiques se sont moqués de leur son, disant que les harmonies étaient trop brutes, la production trop amateur et l'ambiance trop européenne. Pendant un moment, on a cru que le rêve était terminé avant même d'avoir commencé. Ils jonglaient avec des concerts en solo juste pour rester à flot. Bern avouera plus tard que le rejet l'a profondément blessé. Mais au lieu d'abandonner, ils ont redoublé d'efforts. Cet échec, en 1972, est devenu la motivation dont ils avaient besoin pour affiner chaque note, chaque mot, chaque détail. En 1973, Bern a insisté pour un changement de nom. Le long nom du groupe ne restait pas dans l'esprit des gens et il a trouvé quelque chose de simple. ABBA. C'était juste leurs initiales arrangées en un petit palindrome soigné. Agnea, Björn Benny, Annie Freiridead. Mais en Suède, ce nom appartenait déjà à une entreprise de poissons en conserve fondée en 1838. Les gens se sont moqués de l'idée. Un groupe pop du nom d'un harangue. Cela ressemblait à une blague. L'entreprise de poissons n'était pas ravie non plus. Ils ont accepté de laisser le groupe l'utiliser, mais seulement s'ils promettaient de ne pas les embarrasser. Les journaux ont organisé des concours où les fans votaient pour le nom, certains faisant des blagues sur la musique poissonneuse. La presse suédoise n'était pas tendre non plus. Certains ont dit que cela sonnait artificiel, voire ridicule. Mais Bern a tenu bon. Il a ignoré les moqueries, a obtenu la marque de commerce et au final, ce qui semblait idiot en 1973 est devenu l'un des noms les plus emblématiques de l'histoire de la musique. La même année, des tensions ont éclaté à l'intérieur du studio pendant l'enregistrement de Ring Ring. Les sessions ont commencé le 10 janvier au Metronome Studio à Stockholm. Bern a pris le contrôle de la production, essayant quelque chose de nouveau. Il voulait superposer les sons comme le mur de son de Phil Spector, des astuces de vitesse de bande, des overdubs multiples, des textures brutes que personne en Suède n'avait essayé auparavant. Mais leur manager, Stig Andersson, n'était pas content. Il voulait des tubes propres et polis, pas des expériences de sonores. Leurs disputes sont devenues si fortes et amères que Stig a même quitté le studio, furieux que Bern ait rejeté ses paroles, les qualifiant de trop pompeuses. À un moment donné, Bern a menacé de démissionner si on ne lui accordait pas la liberté créative. Tout le projet a failli s'effondrer. Pourtant, lorsque Ring Ring est finalement sorti, il a atteint la première place en Suède et s'est vendu à 100 000 exemplaires. Ce n'était pas un tube mondial, mais cela prouvait que quelque chose fonctionnait. Pourtant, le monde extérieur n'était pas convaincu. Au printemps 1973, Bern s'est envolé pour Londres avec des bandes démos à la main. Il a frappé aux portes de plus de 10 labels, Decca, EMI, Polyor, PI, Duwaikye, et leur a fait écouter Ring Ring. La plupart des dirigeants ont souri poliment, puis lui ont dit que c'était trop européen, trop doux, trop kitsch. L'un d'eux a même ri au visage de Bern, disant que ce genre de musique ne se vendrait jamais en dehors de la Scandinavie. Aucun accord n'a été conclu. Björn est retourné en Suède, vaincu, fauché et plein de doutes. Il survivait à peine grâce à des spectacles locaux, gagnant à peine 5 000 couronnes par concert. Les costumes, les accents, les mélodies entraînantes, tout chez eux était considéré comme un handicap. Un seul petit accord a été conclu en Australie, où Ring Ring a atteint la 32e place en octobre. Ce n'était pas grand-chose, mais cela a maintenu la flamme allumée. Et puis est arrivé le 6 avril 1974, le concours de l'Eurovision à Brighton. Le moment où tout a changé.
Ils ont interprété Waterloo dans des tenues scintillantes, avec Byrne brandissant une guitare argentée en forme d'étoile qui brillait sous les lumières. Il y a même eu une frayeur de dernière minute. Le chef d'orchestre suédois portait un costume de Napoléon qui a failli mal fonctionner sur scène, mais rien n'a pu arrêter l'énergie. Ils ont gagné avec 24 points, seulement 6 de plus qu'Olivia Newton-John du Royaume-Uni. C'était la première victoire de la Suède à l'Eurovision, et cela a transformé ABBA en star mondiale du jour au lendemain. Étrangement, cette guitare argentée a disparu après le spectacle et n'a jamais été retrouvée. Certains disent qu'elle pourrait valoir des millions aujourd'hui. En 1975, ils étaient constamment sur la route, en tournée à travers la Scandinavie, jouant dans des parcs en plein air, même par mauvais temps. La foule était de plus en plus nombreuse. En Australie, SOS a régné sur les charts pendant 7 semaines consécutives, se vendant à un demi-million d'exemplaires. Mamma Mia a été encore plus populaire, atteignant 1 million d'exemplaires à la fin de l'année. Mais avec la gloire est venu le chaos. À Sydney, des fans ont forcé l'entrée des halls d'hôtel. Agnia, dépassé par les harceleurs et les menaces, s'est caché dans sa chambre. Son anxiété a monté en flèche. La pression l'a presque écrasé. La même année, Byrne a négocié leur première véritable percée aux États-Unis. Atlantic Records les a signés en mai 1976 après que Waterloo ait attiré l'attention du président du label. Les États-Unis n'étaient pas faciles. Les stations de radio pensaient toujours que leur son était trop bubblegum. Mais Dancing Queen, sorti en 1976, a changé la donne. LSD est devenu leur seul numéro 1 aux États-Unis et a dominé les charts dans 15 pays. Freda a pleuré la première fois qu'elle a entendu le morceau. C'était tout simplement magnifique. Ils l'ont enregistré en utilisant des synthétiseurs Moog et ont superposé plus de 100 heures d'overdub. Cela les a presque épuisés. L'album Arrival est sorti en octobre et s'est vendu à 1 million d'exemplaires dès sa première semaine. En 1977, ils ont sorti l'album avec des chansons comme The Name of the Game, que Björn a écrite après avoir suivi une thérapie. Il a utilisé ses véritables difficultés émotionnelles pour façonner les paroles, révélant une vulnérabilité qu'ABBA n'avait jamais montrée auparavant. Ils ont même mis en scène une mini-comédie musicale intitulée The Girl with the Golden Hair pendant leur tournée avec Agnia et Freda portant des perruques blondes. Certains spectateurs n'ont pas compris au début, mais avec le temps, elle est devenue un élément clé de leur narration. Puis est venue leur plus grande tournée à ce jour en Amérique du Nord, à l'automne 1979. De New York à Vancouver, ils ont joué devant des arènes bondées. Jörn a pris la tête sur Does Your Mother Know, chantant des lignes sur le fait de repousser un admirateur plus jeune qui ont fait sensation. C'était la seule tournée qu'ils ont faite en Amérique du Nord. Elle a rapporté ce qui équivaudrait à 10 millions de dollars aujourd'hui. Mais en coulisses, les choses se fissuraient. Le mariage de Byrne et d'Agnia battait de l'aile. En juillet de cette année-là, il s'est terminé par un divorce. Ils avaient 2 enfants, Linda, née en 1973, et Peter, en 1977. La séparation a été difficile. Byrne a écrit « The Winner Takes It All » en juin 1980, versant toute sa douleur dans les paroles, et Agnia a dû la chanter. Elle a dit que c'était l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Elle s'est tenue dans le studio à chanter les mots de son ex-mari, des vers sur des dieux froids et des dés qui roulent. Et d'une manière ou d'une autre, elle l'a rendu magnifique. En novembre 1980, quelque chose d'étrange s'est produit. ABBA a sorti un album intitulé Super Trooper. Juste au moment où tout s'effondrait dans leur vie personnelle, Bernos a écrit la chanson titre pour faire face à son épuisement dû à ses prestations répétées. Il se sentait complètement seul, même sur scène, devant des milliers de personnes. On peut l'entendre dans les paroles quand il dit « J'en avais marre de tout ». En coulisses, le mariage de Byrne avec Anya Feldskog était déjà en train de s'effondrer. Il y avait des rumeurs d'affaires, de distance émotionnelle et de trop nombreuses disputes.
Pourtant, lorsque Super Trooper est sorti, il a explosé. Il a atteint la première place dans 9 pays. Rien qu'au Royaume-Uni, il a reçu plus d'1 million de commandes en pré-vente, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. À la fin de cette année, il s'était vendu à 709 000 exemplaires rien qu'au Royaume-Uni, ce qui en faisait le 4e single le plus vendu de 1980. L'album entier a dépassé les 1,25 million de ventes au Royaume-Uni. Mais même avec tout ce succès, quelque chose ne semblait pas juste. L'énergie du groupe s'effondrait. Benny Andersson et Annie Friedling avaient également des problèmes. Byrne a dit plus tard que la fatigue se transformait en dispute créative. La musique était toujours joyeuse, mais le groupe lui-même s'effondrait lentement. Puis, en novembre 1981, ils ont sorti un autre album intitulé The Visitors. Mais celui-ci semblait complètement différent. Il était plus sombre, plus sérieux. Les paroles de Byrne parlaient désormais ouvertement du divorce, de la douleur et de la solitude. À cette époque, lui et Agnéa avaient déjà divorcé en juillet 1980. Les deux chansons One of Us et When All Is Said and Done sonnaient comme des lettres à quelqu'un qu'on a aimé, mais avec qui on ne pouvait pas rester. Il y avait aussi un étrange sentiment de peur dans la chanson The Visitors, comme si quelqu'un vous surveillait. Cette peur a fait que l'Union soviétique a interdit l'album en 1982. Il n'aimait pas ce qu'il suggérait. Le groupe avait enregistré le tout entre mars et novembre 1981 à Stockholm, mais le studio ne se sentait plus pareil. Il y avait des rumeurs de consommation d'alcool, d'affaires et de disputes. La voix de Freda sur le titre était si pleine d'anxiété qu'on pouvait presque sentir sa poitrine se serrer. Pourtant, l'album s'est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires. Rien qu'en Allemagne, il a atteint 1 million. Aux États-Unis, il a atteint la 29e place, même s'il n'était pas rempli du son optimiste habituel d'ABBA. Et pour la première fois, un album d'ABBA a été enregistré numériquement. Les chansons de Byrne sonnaient comme un adieu. Ils regardaient également Benny et Freda s'éloigner l'un de l'autre. Et juste comme ça, sans grande annonce, The Visitors est devenu leur dernier album studio pendant les 40 prochaines années. Le 11 décembre 1942, quelque chose s'est discrètement terminé. ABBA a fait ce qui allait devenir sa dernière apparition publique dans une émission britannique appelée The Late Late Breakfast Show, en direct de Stockholm. Juste après cela, Byrne a dit aux journalistes que le groupe faisait une pause. Personne n'a dit que c'était permanent, mais on avait l'impression que c'était le cas. À cette époque, les deux couples étaient divorcés. Byrne et Agnéa en 1980, Benny et Freda en 1981. Le groupe était à bout de souffle. Byrne a même dit que le studio ne se sentait plus vivant. En 1983, ils ont vendu leur part dans Polar Music. Ils ont parlé de se reformer en 1983 et 1934, mais rien ne s'est jamais produit. Leur dernier single, The Day Before You Came, n'a pas bien marché en Suède. Il n'a atteint que la 11e place. Byrne a dit un jour que si cela avait été un succès, ils auraient peut-être continué, mais ce ne fut pas le cas. Pendant les 39 années suivantes, il y a eu silence. En 2021, ils sont revenus avec de nouvelles chansons, mais Benny a été clair. « C'est tout », a-t-il dit. Rien de plus après ça. Ce qui a fait le plus mal, c'est qu'en 1982, ils vendaient encore des millions d'exemplaires. Mais à l'intérieur, ils étaient tout simplement trop fatigués pour continuer. 2 ans plus tard, en 1944, Byrne et Benny ont commencé un nouveau chapitre. Ils ont fait équipe avec Tim Rice et ont créé une comédie musicale appelée Chess, qui parle de la guerre froide. La musique était compliquée, dramatique et pleine de tension. Une chanson, One Night in Bangkok, est devenue un énorme succès. Elle a atteint la 3e place du Billboard Hot 100 et a été numéro 1 en Allemagne, en Suisse et en Australie. Elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Une autre chanson, I Know Him So Well, chantée par Elaine Paige et Barbara Dickson, est devenue le duo féminin le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni.
Elle s'est vendue à 900 000 exemplaires. La comédie musicale a commencé comme un album concept en 1984 et a ouvert à Londres en 1986. Elle a duré 3 ans, mais lorsqu'elle a déménagé à Broadway en 1988, les choses ne se sont pas bien passées. Elle n'a duré que 68 représentations et a perdu 6 millions de dollars. Byrne a dit plus tard que travailler sur la comédie musicale lui rappelait la tension qu'il avait ressentie pendant les dernières années d'ABBA. Pourtant, Chess est devenu un succès culte plus tard, en particulier parmi les personnes qui aimaient le jeu. En 2009, Byrne a aidé à ouvrir quelque chose de personnel. ABBA, le musée à Stockholm. Il a fallu des années de planification. L'idée originale était d'ouvrir en 2008, mais cela ne s'est pas produit à cause de problèmes d'argent. Lorsqu'il a finalement ouvert ses portes le 7 mai 2013, il est devenu un lieu où les fans pouvaient entrer dans le monde d'ABBA. Il contenait plus de 500 objets originaux, des costumes, des disques d'or, même la véritable table de mixage des Polar Studios. Byrne a ajouté des touches personnelles, comme une réplique de la cabane d'écriture sur l'île de Vigo. En seulement 5 ans, 1,3 million de personnes l'ont visité. Le musée a rapporté plus de 10 millions de dollars chaque année grâce au Sanniao, vente de billets. Les billets coûtent 239 SEK, soit environ 28 dollars. L'une des parties les plus surprenantes était que les fans pouvaient chanter au karaoké avec des hologrammes d'ABBA. Byrne a dit que c'était étrange de voir une version numérique de lui-même, comme regarder un fantôme. Mais le musée a également aidé l'économie de Stockholm en générant 50 millions de dollars par an grâce au tourisme. En 1999, quelque chose d'inattendu s'est produit. Byrne a co-créé une comédie musicale appelée Mamma Mia en utilisant 22 chansons d'ABBA pour raconter l'histoire d'une jeune femme qui essaie de retrouver son père avant son mariage. Elle a ouvert à Londres le 6 avril 1999 et a affiché complet immédiatement. Personne ne s'attendait à ce que ce soit si grand. Byrne pensait en fait que cela nuirait à l'image d'ABBA, mais c'est devenu un phénomène mondial. En 2025, elle avait rapporté plus de 4 milliards de dollars. La version cinématographique de 2008 avec Meryl Streep a rapporté 144 millions de dollars. Elle a été vue par 65 millions de personnes à travers 50 productions différentes. Et ça en 16 langues. La série de Broadway de 2001 à 2015 a rapporté 624 millions de dollars. En 2025, de nouvelles reprises rapportaient 1,68 million de dollars chaque semaine. Byrne a utilisé sa part de l'argent pour investir dans d'autres choses. Même si les gens l'appelaient une comédie musicale feel good, certains critiques ont remarqué quelque chose de plus profond. Une grande partie de l'émotion du spectacle venait de la propre douleur de Byrne, en particulier les divorces qui ont façonné sa vie. Dans les années 2000, Byrne a commencé à utiliser ses revenus d'ABBA plus prudemment. Il gagnait environ 2 à 3 millions de dollars par an rien qu'en redevances. Mais après de mauvais investissements dans les années 1980, il avait appris à être prudent. À un moment donné, il avait perdu 1 million dans un projet raté. Alors maintenant, il a investi son argent dans l'immobilier et la technologie. Il a acheté une maison de 7 millions de dollars à Lidingö avec des panneaux solaires et des systèmes écologiques. Il a également acheté un penthouse de 5 millions de dollars à Londres pour le travail. En 2007, il a investi dans Viaplay, un service de streaming suédois, juste au moment où la musique numérique décollait. Les chansons d'ABBA ont été diffusées 1 milliard de fois par an sur Spotify. Il a également soutenu des entreprises d'énergie verte et a rejoint une entreprise appelée Alm Equity en 2016 pour aider à construire des maisons écologiques. En 2023, son portefeuille comprenait un yacht de 2 millions de dollars et une Tesla Model S. Il a dit qu'il ne s'agissait plus de luxe. Il s'agissait de vivre de manière responsable. Puis est arrivé quelque chose de profondément personnel. En février 2022, après 41 ans de mariage, Björn et sa seconde épouse, Lena, ont annoncé leur divorce.
Ils ont eu 2 filles ensemble, Emma, née en 1982, et Anna, née en 1986. Byrne a dit plus tard qu'il luttait contre la solitude. Il est allé en thérapie. Cela lui a rappelé son premier divorce d'avec Anya en 1980, qui avait inspiré la chanson The Winner Takes It All. Mais ensuite, quelque chose a changé. En 2021, lors de la promotion du voyage d'Abba, il a rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Christina Sass. Elle avait 51 ans. Ils se sont mariés le 21 septembre 2024 à Copenhague. C'était petit et intime, et étonnamment, le comédien Sandy Toksvig l'a officié. Ils se sont connectés rapidement, surtout grâce à la musique et à un amour commun des voyages. Mais tout le monde n'a pas réagi positivement. L'écart d'âge de 28 ans a fait sensation. Certaines personnes ont été favorables, d'autres moins. En janvier 2025, Byrne a donné une interview honnête au Times. Il n'a pas hésité à aborder la controverse. Il a dit qu'il avait eu de sérieuses hésitations au début, non pas à cause d'elle, mais à cause de la façon dont le monde pourrait réagir. Il a admis qu'il craignait d'être jugé, qualifié de cliché ou pire. Mais malgré tout, il est allé de l'avant. Il a dit que ce n'était pas juste une autre relation, et c'était le plus heureux qu'il ait jamais été. Il a attribué à Christina le mérite d'avoir apporté une nouvelle énergie dans sa vie, surtout après son divorce. Leur mariage a été discret, mais rempli de touches personnelles. Waterloo a même joué doucement en arrière-plan. Et Christina n'était pas n'importe qui. Elle travaillait avec des réfugiés avant d'entrer dans le monde de l'entreprise. Maintenant, ils partagent une famille recomposée et vivent une vie à la fois inhabituelle et étonnamment ancrée. En 2025, les tabloïds en parlaient encore. Leur lune de miel à elle seule a fait les gros titres. Elle aurait coûté 2 millions de dollars et s'est déroulée aux Maldives. Mais ce qui a vraiment choqué les gens est sorti en mars 2025. C'est à ce moment-là que Byrne a parlé à nouveau. Cette fois, il a révélé quelque chose de plus personnel. Il a dit que l'écart d'âge n'avait pas seulement été un problème public, c'était aussi un problème privé. Il avait lutté profondément. En 2023, il est même allé en thérapie. Il a avoué qu'il avait de sérieuses insécurités concernant le vieillissement. Il craignait que Christina ne finisse par le quitter, mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a rassuré et lentement ses doutes se sont dissipés. Il a parlé d'une croisière qu'ils ont faite en Antarctique en 2024, la qualifiant d'un des plus beaux moments de sa vie. Et dans un moment qui a pris beaucoup de gens au dépourvu, il a plaisanté en disant que son indice de joie personnel avait l'habitude de planer autour de 60% lors de ses mariages précédents. Maintenant, avec Christina, il a affirmé qu'il était à 95%. Et puis est venu le succès. Rien que la première année, le spectacle a rapporté plus de 150 millions de dollars. En 2025, il avait vendu 1,5 million de billets. Lors d'une conférence TED en 2023, Byrne a admis que cela n'avait pas été facile. La technologie est tombée en panne à plusieurs reprises. Les problèmes techniques des avatars ont retardé l'ouverture de plusieurs mois. Mais quand cela a finalement fonctionné, c'était plus qu'un simple concert. C'était un renouveau. La musique d'Abba a regagné en popularité avec une augmentation de 45% des écoutes sur Spotify. Et pour Byrne personnellement, le projet signifiait quelque chose de plus. En 2024, il a dit qu'Abba Voyage l'avait émotionnellement sauvé après son divorce. Le spectacle est devenu un symbole de résilience et il est maintenant prévu de l'emmener à Las Vegas en 2026 avec des prévisions qu'il pourrait rapporter 100 millions de dollars supplémentaires.